Alors, pour la première table ronde, Jean-Claude, tu fais passer les slides. Alors, j'ai demandé à, écoutez, Yann Hénon, Juliette Cahen, de bien vouloir nous rejoindre, Madame Josso de bien vouloir nous rejoindre, Jean-Manuel Tupiec de bien vouloir venir aussi, Jean-Michel Miss, député, de bien vouloir nous retrouver, Madame Picard, qui est aussi député de bien vouloir monter avec nous, et le Jean-Michel Ricard dont je parlais il y a quelques secondes, qui est mon maître en boboïtude, viendra aussi avec des baskets exceptionnelles. On pourra applaudir ces baskets parce que l'activité physique adaptée, les médecines complémentaires, tout ça, c'est aussi normalement un petit peu de plaisir. Prenez place. Alors, là, on a découpé les éléments en trois moments. Un moment société, un moment scientifique, un moment santé. Enfin, un petit peu qui en partie reviennent sur le grand chapitrage du livre, mais c'était aussi évidemment pour donner une ossature globale. Alors peut-être simplement pour démarrer, exercice un peu délicat, vous avez le droit chacun en 1 minute, un petit peu de c'est quoi la place, ça devrait être quoi la place entre intégration, vigilance, inquiétude, optimisme, comme on voudra, c'est quoi la place des médecines complémentaires alternatives dans une politique nationale de santé? Point d'interrogation. Et là, 1 minute, c'est très très court, ça fait partie du jeu, mais qu'est-ce que vous allez dire comme ça en quelques mots? Alors, Juliette, on commence. Bonjour, donc je me présente très rapidement pour répondre à la question. Juliette Cahen, je représente la Direction Générale de la Santé au sein de ce ministère de la Santé. Très large et difficile question que j'évoquerai peut-être un peu dans mon intervention tout à l'heure. Je pense que, voilà, comme le rappelaient Serge, Philippe et Véronique tout à l'heure, nous sommes nombreux, plus de 70% des Français, à avoir recours aux médecines complémentaires alternatives. Nous, on préfère au ministère parler de pratiques non conventionnelles en santé. Peut-être avec une mauvaise articulation avec ce qu'on appellerait la médecine conventionnelle. Et c'est peut-être pour cela que peuvent se poser toutes ces questions aujourd'hui du recours à ces pratiques qui ne sont pas, contrairement aux médecines conventionnelles, reconnues réglementairement parlant par le Code de la santé publique, puisqu'elles sont actuellement encore hors champ du cadre réglementaire. Et ce qui induit de fait des personnes qui sont plutôt pour et d'autres qui sont plutôt contre. Et je dirais même une troisième catégorie, ceux qui ne savent pas. Je passe la parole à... Merci beaucoup, c'est vraiment cette idée. Pourquoi finalement il y a, je parlais de l'homéopathie, pourquoi il y a une telle division? Pourquoi il y a une telle, il n'y a pas que là-dessus, qu'il y a une opposition au sein du pays, mais pourquoi il y a cette opposition assez forte sur cette question-là? Oui, à vous. À moi. Anne Josso, secrétaire générale de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La Mivilude n'est ni pour ni contre. Elle ne voit que le mauvais côté des choses, c'est-à-dire les dérives gravement préjudiciables qui sont liées à des pratiques qu'on peut qualifier effectivement de non conventionnelles. Moi, ce qui me frappe et ce qui nous inquiète à la Mivilude, c'est le discours de défiance à l'égard des autorités scientifiques, des autorités publiques, enfin le discours finalement par rapport à tous les savoirs établis, dans une appétence pour les théories complotistes, et tout ça fait que il est difficile de se positionner en ayant des données et un débat apaisé comme celui que vous souhaitez instaurer aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment des idées sur des grands complots, etc., qui faussent complètement la possibilité d'avoir un débat apaisé. Et puis, ce qui nous frappe aussi à la Mivilude, c'est l'aspect économique et l'enjeu du marché et le fait qu'il y a des enjeux financiers absolument considérables. On parle d'un problème de société, mais il y a aussi des enjeux économiques et que là où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de détournements de circuits et beaucoup de dérives qui sont liées à ces appétits. On n'est pas seulement sur la question du bien-être et de la santé. Merci beaucoup.
C'est aussi pour ça que nous sommes là, parce qu'il y a autant de sujets. Madame Picard. Oui, alors je sais pas, je crois qu'il ne faut pas être ni pour ni contre. Il y a un constat. Aujourd'hui, ces médecines se répandent. Elles répandent. Alors, vous avez dit un engouement. On peut penser à un phénomène de mode, mais aussi on peut penser à une réponse à des inquiétudes qui sont légitimes. Pour autant, pour travailler depuis 20 ans sur le phénomène sectaire et être l'auteur d'un texte sur l'emprise, en général, sur l'emprise et la mise en état de suggestion, force est de constater qu'il y a un deuxième constat. Oui, ces phénomènes, cette propagation de diverses médecines et de diverses techniques existe. Pour autant, nous savons que d'aucuns ont une intentionnalité qui est de se servir de ce vecteur pour mettre d'autres personnes en état de suggestion, en état d'asservissement. Et en tant qu'ancien député, vous comprendrez très très bien que notre travail, et ancienne présidente de l'UNADFI, notre travail est bien un travail de prévention et pas un travail de jugement. C'est-à-dire que ça existe en constat général de société, mais dans le phénomène sectaire, la santé a toujours eu une place très très importante parce qu'elle touche à l'intime et elle touche à toutes les peurs, les craintes et les souhaits que nous pouvons avoir dans des situations de fragilité ou de vulnérabilité. Merci beaucoup Jean-Michel Miss, vous êtes député, on vous a repéré parce que vous aviez posé une question il y a quelques mois à la ministre autour justement de ces questions-là. Et on avait trouvé la question, on n'avait pas trouvé la réponse. Du coup, on s'est dit, tiens, on va aller le voir. Vous m'obligez à être méchant tout de suite, mais c'est vrai que moi non plus, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. J'ai réitéré la question. Bien évidemment, je compterai le refaire. Je crois qu'on est au cœur de préoccupations sociétales de grande ampleur qui sont effectivement, et vous l'avez rappelé, amplifiées par les réseaux sociaux qui, d'une certaine manière, brassent tout ça un peu dans n'importe quel sens, sans forcément beaucoup de fond, mais avec une capacité à avoir un effet viral très grand et à toucher le maximum de population. Et donc, on doit se garder, nous, en tant que législateurs, de cet écueil-là. On est quand même dans un rôle de protection des libertés publiques, certes, mais également de l'individu lorsqu'il est dans une situation qui, comme c'est le cas lorsqu'on est malade, peut avoir une altération de sa manière, de son jugement, et qui donc doit, en tant que législateur, être regardé. Et dans le même temps, si je puis dire, nous sommes aussi à un moment particulier avec le programme Ma Santé 2022, où on souhaite, et je crois que c'était le cas, la ministre l'a dit, remettre le patient un peu au cœur des enjeux de santé, en faire quelque part un acteur de sa santé. Et donc là, on se retrouve dans cette nécessité d'avoir un regard à la fois lucide mais ouvert sur des médecines qui, effectivement, ne sont pas dans le champ conventionnel, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans le champ sociétal et dans le champ de la réalité vécue à la fois par les patients et les équipes soignantes et les médecins. Et donc, on doit avoir un regard, je pense, ouvert et pas complètement candide, mais un regard qui soit en tout cas suffisamment ouvert pour pouvoir avancer lorsqu'on sait que, bien évidemment, l'état de la médecine étant l'état des connaissances à un moment donné, l'état du droit étant également là pour, d'une certaine manière, remplir dans ce droit positif, apporter des réponses à un moment donné sur des évolutions qui nous paraissent souhaitables ou qui parfois, effectivement, nous paraissent moins souhaitables et nous paraissent à encadrer pour protéger les plus faibles, ce qui est un peu notre mission. Mais voilà, c'est un peu dans cet esprit que moi je me suis saisi de cette question-là, et je vous remercie de cette invitation dans un débat effectivement apaisé. Je crois que c'est le talent que vous avez réussi à mettre dans la manière de poser le débat, qui fait que justement on peut avoir un débat sans que ça devienne tout de suite compliqué, problématique et quelque part parfois conflictuel. Oui, finalement, vous définissez la démocratie, qui est l'organisation du dissensus et non pas le consensus. Parce que sinon, il n'y a plus de démocratie, il y a juste on pense tous pareil. D'ailleurs, on ne pense pas dans ces cas-là. Et, Jean-Michel Ricard, il y a plus de 20 ans maintenant, je vous avais dit, les plus belles chaussures de l'Assemblée, il y a plus de 20 ans, tu crées Ciel Bleu, 25 ans quasiment maintenant. Et juste, donc c'était l'idée déjà d'aller vers des maisons de retraite, vers tout ça, et de faire de l'activité physique. Je voudrais juste, puisque je disais justement les pour, les contre, pourquoi la société est un petit peu diffractée, ce qui serait intéressant de dire en quelques mots, c'est comment ça a été accueilli au départ et comment ça a évolué sur quasiment ce quart de siècle aujourd'hui. Ça ne te rajeunit pas. Ah bah merci. Mais moi j'ai encore quelques cheveux. Bonjour à toutes et à tous. Ciel Bleu a 22 ans depuis quelques jours.
On a créé ça avec un ami, Jean-Daniel. On sortait des facs de sport à Strasbourg. Et le principe, c'était comment on accompagnait des personnes en fragilité, personnes âgées, en situation de handicap, atteintes de lourdes pathologies, avec un outil qui est magique, qui est l'activité physique, et adapté. Adapté selon les envies, les capacités, les besoins des personnes. On a commencé en direction de personnes âgées, plutôt en maison de retraite. Le déclic, ça a été le jour où un directeur de maison de retraite a décidé d'arrêter nos activités. Et un jour, il nous a appelés en nous disant il faut que vous veniez tout de suite parce que j'ai 3 soucis. Le premier souci, c'est que le personnel soignant de la maison de retraite et les familles avaient appelé les journaux pour faire un article et pour demander au directeur pourquoi Ciel Bleu n'était plus là. Le deuxième, il y avait une pétition de tout l'écosystème de la maison de retraite. Et le troisième, surtout, c'est que les personnes qu'on accompagnait, alors qu'ils pouvaient être en vrac, physiquement, en fauteuil roulant, en déambulateur, mais encore très fraîche dans la tête, s'étaient posées dans le bureau en faisant une grève, dans le bureau du directeur, en disant tant que Ciel Bleu ne revient pas, on ne bouge pas. Voilà. Quand il vous arrive des choses comme ça, ça vous donne de l'énergie pour pas mal d'années. Maintenant, on est un peu plus de 700 salariés en France, il y a plus de 140 000 bénéficiaires chaque semaine. Notre principe, c'est comment on accompagne la fragilité. Je suis savoyard à la base. Quand on fait de l'alpinisme en Savoie, on parle de dernier de cordée. Dernier de cordée, c'est si on va aller loin, longtemps, et d'une façon sereine, il faut prendre soin du dernier. Et c'est le principe de notre organisation. Comment, avec un outil tellement simple, mais co-construit avec le corps médical, parce qu'ils sont là à nos côtés, alors pas tous, mais depuis 22 ans, encadrés par le trésor de notre structure, qui sont les salariés de notre organisation, comment on prend soin des gens, comment on retravaille sur l'estime de soi, comment on fait c'est pas du sport, c'est de l'activité physique, et vraiment comme un outil. On travaille sur la confiance en soi, la prise de risque, sur être capable de. C'est pas parce que dans les signes de handicap ou dépendance qu'on doit rester cloîtré chez soi. Et cet outil, l'activité physique, peut changer vraiment la vie des gens, créer de l'emploi au niveau local. On en reparlera, faire des économies au pouvoir du public, même s'ils n'ont pas compris depuis 22 ans, au moins en France, mais dans les autres pays ici, où on est présent. Et en même temps, redonner le sourire. Donc, en plus des chaussures, je vous ai juste ramené notre t-shirt, qui est le logo de notre structure. C'est pas juste notre logo, c'est l'ADN de notre organisation depuis 22 ans, qui est redonner le sourire. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est le principe de notre structure depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors, il y aura donc un tirage au sort au moment devant la table des libraires, et donc il y aura un tirage au sort et quelqu'un pourra gagner le t-shirt. Et devra partir en courant après. Voilà, non, ça fait partie du jeu. Alors, on fait vraiment lien avec Jean-Manuel Cupiec, je remercie. Jean-Manuel Cupiec est un des deux aussi partenaires, c'est l'OCIRP. Il nous dira en un tout petit mot ce que c'est. Et avec AG2R, ce sont aussi deux instituts de prévoyance mutuels qui nous soutiennent, parce qu'on pensait que c'était très important, justement, une grande partie des choses passe par ce biais-là. Et je voulais donc en quelques mots, justement, comment aussi ce monde-là avait évolué, Jean-Manuel, entre au départ de l'indifférence, voire peut-être même, oui, de l'indifférence, on va rester là, et puis progressivement aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas aussi des choses, ce pour et ce contre, est-ce que ça n'a pas aussi évolué dans ce secteur ? Alors oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. C'est un secteur qui évolue beaucoup. Vous savez, la santé, c'est quasiment tous les jours. Et en ce moment, on a quelque chose sur l'Assemblée nationale qui s'appelle le PLFSS, le projet de loi de finances sécurité sociale. Et tout le monde de la santé dépend du PLFSS. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. Il faut retenir 3 chiffres. C'est que le budget 2020 de la sécurité sociale, c'est 234 milliards d'euros pour la maladie. Je ne parle pas des autres compartiments de la Sécu. Que les OCAM, les organismes complémentaires assurance maladie, c'est-à-dire des mutuelles, des institutions de prévoyance, comme nous au CIRP ou la G2R, ou des assureurs, représentent 13,2%. C'est-à-dire qu'en 2020, on va payer à peu près 30 milliards. Donc vous voyez, 234 milliards pour la sécurité sociale, 30 milliards pour les complémentaires santé. Et la part, ce qu'on appelle des médecines douces dans notre vocabulaire, représente 1,7 milliard. Ça, c'est le montant qui a été décaissé en 2017. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les complémentaires santé soient des acteurs, je dirais, dynamiques sur ce sujet-là. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. On est lié à la Sécu. Ce que ne rembourse pas la sécurité sociale, c'est nous qui le remboursons. Donc on est dans une logique économique. Et puis cette logique économique, elle a évolué récemment. Vous savez que tous les Français, depuis 2016, ont l'obligation d'avoir une complémentaire santé. Vous voyez, ça s'appelait l'ANI Santé, dont on ne va pas faire du droit parce qu'on pourrait y passer la journée. Mais cette obligation fait en sorte que tout le monde doit avoir une complémentaire et il faut qu'elle soit
et que tout le monde est concurrentiel. C'est-à-dire que la santé aujourd'hui, dans son financement, des complémentaires, on est dans un monde de concurrence. Et cette concurrence-là, elle se tire vers le bas. Et donc c'est un vrai sujet, ce qui fait que les médecines douces et alternatives, complémentaires, elles ont très peu leur place là-dessus. Néanmoins, il y a quelque chose des fois de positif dans tout ça, et j'en reparlerai. Merci beaucoup. Alors, comme on est vraiment très très pris par le temps, on va rentrer avec Jean-Michel Miss et Catherine Picard sur la question de l'encadrement juridique. On l'a dit, les inquiétudes et ainsi de suite. Alors, chacun d'entre vous, sur un temps extrêmement limité, 5 minutes, c'est quoi les enjeux de santé publique et d'encadrement juridique? Quelles sont pour vous les grandes questions à se poser et peut-être les débuts de réponse? Je crois que, effectivement, on a cet enjeu-là devant nous. Je crois que ce que j'aimerais dire, c'est encadrement juridique. Moi, je préfère parler de régulation juridique parce que encadrement, ça voudrait dire déjà qu'on définit d'une manière extrêmement coercitive la façon dont on aborde le sujet. Je crois que sur ces questions de santé, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, il faut qu'on ait l'habitude de penser autrement. Il faut qu'on ait l'habitude de réguler, mais également d'ouvrir ce que j'appelle le droit à l'expérimentation. On doit permettre de pouvoir ne pas contraindre avant d'avoir essayé. C'est un peu paradoxal, mais c'est une bonne technique d'avance de phase qu'on connaît bien en industrie. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on essaye d'abord de fixer bien évidemment un cadre, parce qu'il faut quand même avoir un système d'évaluation des produits et des services. On ne peut pas quand même partir complètement dans le vide, mais il faut qu'on laisse justement aux acteurs, aux praticiens et aux patients, parce que c'est quand même à eux, comme je le disais tout à l'heure, qu'appartient une partie de la décision, et je pense qu'on doit la mettre au centre et que cette partie-là doit être celle qui est majoritaire par rapport au parcours de soins qui va lui-même définir et qui va lui être apporté. On a des pays où on a des choses qui se font différemment. On voit nos amis suisses aujourd'hui qui, par rapport à l'offre thérapeutique, laissent le patient beaucoup plus à même de choisir à la fois sa stratégie et puis finalement ses choix de vie et ses fondamentaux par rapport à ce qu'ils souhaitent accepter d'une médecine plus conventionnelle. Je crois qu'on doit, nous, avoir à présent à l'esprit cette manière de procéder, de laisser cette expérimentation plus grande et de, évidemment, ensuite, simplement sanctionner les dérives qui nous paraissent inacceptables parce qu'elles touchent justement à la mise en danger des personnes lorsqu'ils sont en situation de fragilité ou lorsqu'ils ne sont pas à même de prendre eux-mêmes des décisions. On sait bien que dans l'évolution de la santé, il y a des moments où on peut être amené, de l'état de santé du moins, il y a des moments où on peut être amené à ne plus être totalement en lucidité par rapport au choix qu'on accepte soi-même. Et là, on doit avoir des garants et des garde-fous qui permettent de faire en sorte que des individus plus scrupuleux pourraient effectivement profiter de cet état de faiblesse pour pouvoir abuser de cette situation. Mais je pense que dans un grand nombre de cas de figure, il y a beaucoup de choix qui se font de manière parfaitement consciente. Moi, je voulais saluer, puisque j'ai dans la salle des représentants du collège, par exemple, d'hypnose de Saint-Étienne. Et on sait bien que dans cette matière-là, par exemple, c'est un travail qui doit pouvoir se faire et on doit pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir entrer dans cette recherche-là. Et à nous de pouvoir, en tant que législateurs, permettre l'encadrement de façon modérée, de façon équilibrée entre ce qui relève de la garantie normale que l'État doit apporter à la sécurité de ses concitoyens et ce qui relève du soin individuel qu'on doit apporter. Il y a un élément, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, où on doit réguler de manière plus stricte, et là j'utilise vraiment le mot réglementer parce que c'est les questions qui sont liées à la publicité, à la manière dont justement le porter à connaissance de certaines MCA se font aujourd'hui par des canaux qui sont des canaux de sites en ligne, des canaux de réseaux sociaux parfois, dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas vraiment quelles sont les mentions légales, quelles sont voire même les personnes qui les animent. Et je crois que c'est à nous de veiller dans l'esprit où on l'a fait d'une certaine manière pour les fake news, à avoir une régulation et un contrôle pour que l'information qui soit apportée soit la plus objectivée possible dans des sujets où c'est difficile parfois de le faire, mais en tout cas où on essaie d'évacuer de l'information qui est apportée ceux qui le font dans un but purement mercantile. On a évoqué des chiffres. On sait aujourd'hui que la masse qui est représentée d'un point de vue financier représente plus de 200 milliards d'euros, donc soit à peu près équivalent, si on veut, au budget qui était évoqué tout à l'heure dans le cadre du PLFSS qu'on peut voter. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est vraiment dans des activités qui
qui font que si on ne prenait pas garde, on pourrait avoir effectivement des abus parfaitement inacceptables. Donc je crois qu'on doit vraiment veiller à ces deux aspects de par la loi, remettre, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, finalement, c'est retrouver quelque part l'esprit de la loi de 46 sur la constitution de l'OMS, où on considérait effectivement que la manière dont on peut avoir un état de santé, un état de bien-être complet, ça passe pas simplement par la maladie ou par l'infirmité, ça passe également par le physique, le mental et le sociétal. Et je crois que le troisième pilier, qui est l'aspect social et sociétal de la manière dont on entrevoit la médecine et la santé dans notre pays, doit retrouver toute sa place. Je crois que c'est une manière de retourner aux fondamentaux, de retrouver un texte qui ne se voulait pas justement contraignant, qui se voulait régulateur, mais qui ne se voulait pas contraignant, qui ouvrait des choix du possible et qui laissait le patient à même de pouvoir avoir un regard conscient et un regard éclairé. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est l'intérêt du travail que vous avez fait, notamment dans ce livre, parce que quand on se questionne sur ces sujets-là, bien malin celui qui pourra apporter une réponse par un oui franc et absolu. Je crois qu'on est tous entre le pour et le contre, parfois avec des nuances, et qu'on a besoin d'éclairer ce débat-là. C'est la place que vous y contribuez. Le représentant de la nation n'est qu'un représentant, et on doit justement savoir entendre et écouter, être à l'écoute et être attentif au mouvement de société, et être attentif à ce que souhaitent nos concitoyens. C'est un peu pour ça qu'on est, je crois, élus. En tout cas, c'est un peu la vision que, pour ce qui me concerne, j'emporte. Merci beaucoup. C'est dommage que tous les députés ne soient pas là. Ça aurait été intéressant à la fin pour eux. À vous, on vous écoute. Oui, alors moi, je traiterai de 3 points sur la notion de... Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit. Je suis en accord avec mon collègue. Pour autant, moi, il y a 3 points qui m'intéressent. Premièrement, c'est la protection des personnes, c'est-à-dire qu'on les appelle patients, consommateurs. Cette protection me paraît indispensable, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments nécessaires pour nous permettre de faire le tri entre les propositions qui sont, encore une fois, par les réseaux sociaux, par la publicité, par les effets de mode, parce qu'on vit dans une société qui va vite, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, je crois. Et je pense que le patient, ou celui qui se sent patient, n'a pas les éléments pour pouvoir avoir un discernement éclairé, et on en arrivera éventuellement à cette notion du consentement éclairé quand il choisit de suivre tel ou tel accompagnement et qu'ensuite il se trouve abusé. Alors comme ma voisine, Madame Josso de la Mivilude, il est vrai que nous quand j'étais présidente de l'UNADFI, nous voyons les cas les plus graves. Nous sommes partie civile pour des gens qui sont décédés d'un cancer, d'arrêt de soins sur un cancer du sein, sur différents cancers, des gens que l'on abuse sur l'anorexie, etc. Sur toutes ces méthodes. Donc il n'y a pas aujourd'hui pour le patient une information objective qui leur permette de choisir en conscience. Le problème n'est pas de savoir s'il faut aller vers telle pratique ou telle pratique. Le problème est de savoir, c'est si moi j'y vais, quels sont les risques que je prends. Et c'est un peu le rôle ingrat que nous avons, soit à la Mivilude, soit à l'UNADFI, soit au Parlement, c'est d'essayer de faire un travail de prévention. Le deuxième point, c'est sur la formation. Je pense qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'il n'y ait pas de réglementation des formations. Ça n'est pas parce que j'ai suivi 100 heures d'anaphysio avec Monsieur Dupont-Durand de je ne sais quelle obédience que j'ai la compétence de me proclamer praticien. Et ça, il y a véritablement un vrai souci. Je crois que partout où, dans la puissance publique, il y a une absence de réglementation, il y a une béance ouverte à toutes les dérives. Donc, sur la réglementation, pour avoir entamé en son temps le travail avant Accoyer sur le statut des psychothérapeutes, je peux vous dire que le lobbying est assez féroce, comme il l'est aujourd'hui dans le domaine de la santé, avec différentes boutiques qui se crêpent le chignon pour savoir quelle est la meilleure. Pour autant, quelle est l'assurance que l'on ait que ces gens aient un véritable suivi, un accompagnement scientifique, médical, qui leur permette de s'octroyer le titre de n'importe quel... Enfin,
je ne serai pas désagréable devant cette assemblée, mais n'importe quelle personne, on va dire, avec une plaque jaune peut être praticien de n'importe quoi. Et là, je relie avec la protection du patient éventuel. Et le troisième point, c'est toutes ces propositions financières, mais je laisserai aussi la parole à Madame Josso sur ce sujet, c'est que ça génère, pour un temps parfois contraint, un nombre sur le marché de personnes dont on sait très bien qu'ils ne pourront pas exercer au-delà d'1 an, 2 ans, 3 ans. Pour autant, ils rentrent dans le cycle de la formation professionnelle et qui fait bien comme elle peut pour essayer de travailler sur le sujet et, en fin de compte, qui sont payés par les OPCA, qui sont payés par les employeurs et qui, indirectement, sont payés par nous. Donc, je crois que là, c'est le troisième sujet. Et puis, si je peux, je crois que j'ai oublié le quatrième, mais oui, le quatrième, c'est les DU. Je pense quand même que dans le milieu hospitalier, on devrait être un peu plus attentif à la propagation de tous ces diplômes universitaires dont la majorité n'ont pas de sens, qui permettent une entrée, une pénétration dans l'espace public sans que, véritablement, il y ait un soin à la fois de prévention, d'observation et d'évaluation des compétences. Merci beaucoup. Donc, il faut aussi prendre soin des DU. Et alors, on va continuer avec Juliette Cahen et Anne Josso. Pareil sur intégration, vigilance. Et finalement, comment on articule, ça fait vraiment lien avec ce qui a été dit, hein, et quelles actions on met pour permettre justement cette intégration et cette vigilance. Alors, on va débuter avec Juliette. Alors, il faut y aller. Voilà. Merci. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Catherine Picard. Justement, voilà, les actions qui sont entreprises actuellement par les pouvoirs publics, donc le ministère de la Santé, plus particulièrement la Direction générale de la Santé. Voilà, plusieurs actions sont menées et peuvent apporter des ébauches de réponses aux questions déjà qui sont soulevées cet après-midi. À la Direction générale de la Santé, depuis 10 ans, on a monté un groupe d'appui technique, le GATT, sur les pratiques non conventionnelles en santé. Ce groupe d'appui technique que je pilote au sein du service et qui est présidé par le directeur général de la santé a plusieurs missions que je vais développer et qui sont précisées là, dans l'ouvrage qui est paru de nos chers collaborateurs en septembre dernier. Alors, ce groupe d'appui technique, de quoi il est composé ? Enfin, par qui il est composé, plus exactement. Alors, il est piloté par la Direction générale de la Santé, comme je venais de le dire. Et autour de la table, nous réunissons Madame Josso de la Mivilude, donc la Mivilude qui est représentée bien évidemment à ma droite. Également, l'UNADFI, Madame Picard, vient très régulièrement à ce groupe de travail. Nous avons d'autres associations, des personnalités qualifiées, des psychiatres, également d'autres représentants institutionnels comme la Haute Autorité de Santé ou l'Institut national du cancer, par exemple. N'oublions pas que l'un des membres, on va dire, également assez prépondérant de ce groupe est l'INSERM, avec la présence de Caroline Barry et Bruno Falissard qui interviendront tout à l'heure, je pense. Voilà. Et donc, on réunit autour de la table comment on pilote un petit peu ces politiques publiques de pratiques non conventionnelles en santé. On réunit autour de la table tous ces membres et on réfléchit à justement l'émergence de toutes ces pratiques. Alors, avec une vigilance qui est présentée souvent par la Mivilude. Et ce groupe d'appui technique, en fait, s'appuie sur les travaux de l'INSERM, de Caroline Barry, de l'équipe de Bruno Falissard, sur la revue de la littérature, des études scientifiques sur différents types de pratiques. Alors, depuis 10 ans, je pense que Caroline Barry reviendra dessus tout à l'heure, donc je ne vais pas m'épancher dessus, de nombreuses pratiques ont fait l'objet d'une revue de la littérature scientifique. On peut diviser en 3 catégories de façon large, en fait, catégoriser ces pratiques.
Celles qui semblent dangereuses, voire même qu'on conseille de ne pas avoir recours à ces pratiques, comme par exemple la déprogrammation biologique, la biologie totale, pour des risques mentaux, d'emprise mentale, de dérive sectaire, ou encore le jeûne, on parlait d'anorexie tout à l'heure, le jeûne qui peut avoir des risques physiques très importants selon la personne qui est cible, qui pratique ce jeûne. On a d'autres pratiques qui ne montrent pas de risque particulier, mais qui ne montrent pas non plus de bénéfices, comme par exemple, alors là je vais faire peut-être hurler dans la salle, mais l'ostéopathie ou l'auriculothérapie, qui à ce jour, vu le rapport de l'INSERM, n'a toujours pas démontré leurs bénéfices. Voilà, je vois que ça réagit. C'est très bien. Et enfin, d'autres pratiques qui ont montré, mais avec malheureusement aujourd'hui trop peu d'études, certains intérêts, comme par exemple l'hypnose ou l'acupuncture, dans certaines indications. On pourrait citer par exemple l'hypnose, qui peut être pratiquée par des infirmiers anesthésistes qui ont été formés à cet effet. Et on reviendra sur le point de la formation, de la plus loin formation, un petit peu plus tard. C'est là où je rejoins également Catherine Picard sur les difficultés de formation. Et ces infirmiers qui peuvent pratiquer des actes, par exemple d'hypnose, en péropératoire avant des interventions chirurgicales, par exemple. Alors, que fait le ministère avec ce groupe d'appui technique ? Eh bien, à partir des rapports de l'INSERM qui sont très factuels et méthodologiquement irréprochables, on élabore des fiches qui ont été validées, qui sont toutes structurées de la même façon, des fiches de communication à destination du grand public, et que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de la Santé. Et puis je conclurai rapidement parce qu'il faut conclure pour dire que voilà, nous on pense qu'il faut commencer une réelle réflexion sur l'accompagnement des praticiens de ces pratiques afin qu'ils puissent évaluer leurs pratiques et potentiellement ensuite, s'ils veulent, qu'elles soient reconnues dans le système de santé. Merci beaucoup Juliette. On va demander à Anne Josso de poursuivre sur ces mêmes problématiques. Très rapidement, si j'ai bien compris. On a parlé de liberté de choix thérapeutique. Précisément, l'objet, et Catherine Picard l'a évoqué un tout petit peu, l'emprise, l'abus de faiblesse, c'est cette politique qu'incarne la Miviludes, c'est la protection de gens qui ont été dépossédés d'une partie de leur liberté. Dépossédés de leur liberté, alors parce que, on l'a dit, il y a un flou quand même souvent sur les présupposés autour des méthodes. On ne sait pas très bien sur quel type de fondement théorique elle repose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations la plupart du temps. On promet une amélioration, on promet une guérison, on promet beaucoup de choses, mais on ne sait pas très bien. Et c'est le premier point de la dérive sectaire, c'est que finalement, par rapport à la promesse, par rapport à ce qui est proposé, on ne sait pas derrière vers quoi on est entraîné. Et donc, il y a une perte de liberté, et on ne peut pas dire là que les gens ont réellement le choix. On leur fait une proposition, ils sont séduits, et derrière cette proposition séduisante, il peut se cacher des choses qui sont tout à fait inquiétantes. Pour la Miviludes, le sujet de la reconnaissance, de l'évaluation, je dirais que c'est qu'une partie, c'est une indication d'un risque. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une méthode n'est pas reconnue qu'en soi elle est dangereuse. Et souvent d'ailleurs, ce ne sont pas tant les méthodes qui sont problématiques, et même si elles ne reposent pas sur des fondements scientifiques, si on est sur des croyances, etc., ce n'est pas forcément ça le problème. Enfin, c'est même souvent pas ça le problème, mais c'est ce qu'on fait avec ce type de méthode et ce à quoi ça peut conduire. Donc, on essaye de prévenir les risques en disant
attention, cette méthode nous est régulièrement signalée. Les témoignages que nous recevons à la Miviludes, et je précise que ce sont un tiers à près de la moitié des signalements que reçoit la Miviludes qui sont dans le domaine de la santé et du bien-être, donc plus de 1000 à 1200 signalements par an. Donc, on nous signale des méthodes mises en œuvre, etc. Et donc, ça nous permet aussi de donner, d'échanger avec le GAT en disant on a beaucoup de demandes dans ce domaine, peut-être que ce serait intéressant d'y travailler et de voir ce qu'en dit la littérature scientifique. Mais ce ne sont que des indications. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas tant la méthode que mis entre de mauvaises mains. On parlait tout à l'heure de l'hypnose. L'hypnose est reconnue, et je lisais dans l'Odaxa que les professionnels de santé reconnaissent tout l'intérêt de cette méthode. Mais nous avons des jeunes gens qui, c'est très à la mode, doivent avoir leur hypnotiseur. Et là, ils s'adressent, j'entendais encore des jeunes filles l'autre jour dans le bus parler de leur hypnotiseur. Sauf que on ne sait pas trop bien où cette personne a été formée. C'est un outil puissant et potentiellement un outil qui peut être très suggestif. Et voilà. Donc après, nous avons des agressions sexuelles, tout un tas de choses extrêmement graves. Donc il ne s'agit pas bien sûr de dire que c'est l'hypnose et la méthode qui est problématique, mais c'est qu'on met entre les mains de quelqu'un dont on ne sait pas où il a été formé et quelles sont véritablement ses intentions, un outil extrêmement puissant. Mais je crois que je suis trop longue, donc je vais juste dire quel est le travail de la Miviludes à partir de ces signalements. Nous échangeons avec les conseils de l'ordre pour savoir, par exemple, si tel thérapeute est inscrit ou il s'agit d'une usurpation de titre. Nous échangeons beaucoup avec les ARS. Et puis, il y a, je l'ai évoqué tout à l'heure, le volant financier, le commerce de substances. On travaille avec les douanes, avec les services de Bercy sur ces sujets-là. Et puis, Catherine Picard en a parlé, le marché de la formation professionnelle. C'est-à-dire que des inventeurs de méthodes, c'est pas tant l'utilisation qui va leur rapporter beaucoup d'argent que le fait de former. Donc on a des gens qui ont envie de reconversion, qui sont au chômage, etc., et à qui on va proposer très très cher une formation d'une semaine en leur disant alors vous avez fait cette formation, mais vous allez pouvoir rentabiliser très rapidement en faisant des séances à 40, 80, 150, 200 euros si vous êtes dans une ville où il y a un peu de moyens. Donc les personnes font ces formations, on le pense pouvoir valoriser ces formations. En général, alors on commence par une semaine, mais très vite, on doit rajouter et se former davantage, partir à l'étranger, etc. Et donc ce marché-là, il est florissant, et nous travaillons avec la DGEFP, avec Pôle Emploi, etc., pour mettre en garde les gens sur les tromperies qu'il peut y avoir dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors, si on reste dans ces éléments-là, je vais poser à Jean-Michel et Jean-Manuel une question, mais toute simple. Après tout ce qui a été dit, Jean-Michel, doit-on ou non rembourser les MCA? Question simple. Réponse? Ça fait partie du jeu, justement. C'est dans la réponse qu'on trouve la dialectique. Et donc, je dis plus que oui ou non. Absolument. Oui, mais en même temps. C'est pas mal, ouais. J'étais assez fier, mais bon, ouais, c'est pas grave. Je te connaissais pas comme ça jusqu'à présent. Moi, je vais pas parler d'autres pratiques. Je vais parler de l'activité physique, voilà, qu'on essaye de promouvoir depuis pas mal d'années. Les autres, je suis et on n'est ni compétent, voilà, et pour pouvoir les juger, les jauger. Est-ce que l'activité physique doit être remboursée quand elle est encadrée par des vrais professionnels diplômés entre Bac plus 3 et Bac plus 5 qui viennent du monde universitaire, quand ces programmes sont co-construits avec le corps médical, quand il y a des centaines d'études de recherche qui sont publiées depuis des années au niveau mondial, bien évidemment, parce que ça a un impact sur la vie des gens. En même temps, ça fait faire des économies au niveau des pouvoirs publics et au niveau économique.
Mais ce qui serait bien, c'est que les actions comme l'activité physique soient vues comme dans une entreprise sur un investissement et pas comme une charge. Et le problème de nos actions, c'est pour l'instant, tout est sectorisé. Et quand on investit sur de la prévention, il n'y a pas de retour et d'indicateur sur l'impact à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors au niveau sur la vie des gens, mais aussi au niveau économique. Je vous prends un petit exemple. Il y a quelques temps, il y a 10 millions qui ont été mis sur l'accompagnement des personnes suite à un cancer. Ça va être essentiellement cancer du sein, soit un accompagnement au niveau psychologique, bilan physique, nutritionnel. Ce qui est marrant, ce programme, c'est un peu ce que Ciel Bleu a lancé avec l'Institut Curie il y a près de 10 ans, qui s'appelait Programme Active, pour remettre en mouvement des dames suite à un cancer du sein et pour travailler sur la limitation du taux de récidive de 30 à 50% et surtout que la vie reprenne la main sur la maladie. On a lancé ça il y a pas mal d'années avec d'autres acteurs. Il y a Jean-Louis qui est là, du Centre Ressources, qui fait un boulot assez incroyable. Monsieur Nino qui va aussi intervenir. Voilà, sur les évaluations, il y a beaucoup. Ce qui est génial, c'est que lorsque ce programme a été lancé il y a quelques semaines, on aurait pu se dire qu'on allait être auditionné quand même. Je pense que voilà, ils n'ont pas dû trouver notre numéro de téléphone à Strasbourg. C'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'interventions et d'accompagnement qu'on fait maintenant dans ce cadre-là. Est-ce que ça doit être remboursé ? Oui, parce que ça permet aussi de passer du tout curatif et un peu d'accompagnement. Vous connaissez le Dr Patch, film avec Robbie Williams. Dans les années 70, ce médecin aux États-Unis a été totalement décalé parce qu'il a arrêté de parler à ses patients comme des patients ou un corps malade. Il a appelé ses patients et ses patientes avec leur prénom et en disant que c'était pas juste des malades, c'était des personnes avec un cœur, un âme et il fallait les accompagner en tant que tels. Voilà. Et le principe de notre organisation, c'est qu'on accueille des personnes en fragilité. Voilà, on dit aux personnes, chez nous, vous êtes chez vous, avec les actions de patients, avec les centres hospitaliers, avec les programmes, les instituts de recherche. Et on a créé vraiment Ciel Bleu, c'était pour se dire qu'une personne qui arrive dans nos activités, je ne sais pas, atteinte d'un maladie de Parkinson, avec un partenariat avec France Parkinson, à 50 ans, ce serait bien qu'on arrête de lui dire jusqu'à la fin de sa vie que c'est une malade ou un corps malade. C'est d'abord une personne. Et comment on accompagne cette personne avec plein d'activités, dont l'activité physique, voilà, pour qu'elle soit considérée jusqu'à la fin de sa vie comme une personne et pas juste une malade, parce que la vie, elle n'est pas finie, elle va continuer. Voilà. Et je pense que le bouquin que vous avez fait est assez incroyable, parce que ça permet de mettre en perspective pas mal de choses, des choses qui existent depuis longtemps, des choses qui sont nouvelles, de travailler sur la réglementation et bien sûr pour protéger les personnes, et ça c'est essentiel. Le principe de notre organisation, c'est l'accessibilité financière et géographique. Pour que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe. Et une petite chose, on dit souvent que la sécurité sociale a été créée par monsieur Larocque, et on est dans cette salle. En vérité, ça a été créé par un monsieur qui s'était Ambroise Croza. Qu'on a mis un peu de côté parce qu'il était un peu trop de gauche et de la CGT et que voilà, on a créé ça à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les gens ils aient plus peur d'être malades, maman enceinte, d'arriver à la retraite, d'avoir un accident de travail. Il y avait plus de sous dans les caisses et pourtant on a mis en place ce principe de sécurité sociale où à l'époque on parlait de cotisation et pas de charge, parce que quand on accompagne les gens au niveau de la santé, c'est pas une charge, c'est juste une responsabilité qu'on a tous ensemble de faire. Merci beaucoup Jean-Michel. On va poursuivre Jean-Manuel et avec justement cet élément parce que tu as participé au livre avec la fondation Ciel Bleu, parce qu'il y a aussi une fondation de recherche derrière. Et juste, et ça fera le lien avec Jean-Manuel, c'est que au-delà ces discours, c'est un élément, mais je me souviens qu'avec un cabinet de conseil américain qui n'était pas vraiment des fanatiques d'Ambroise Croizat, ils ne sont pas vraiment des gens qui votent à gauche ou quoi que ce soit, ces gens-là eux-mêmes avaient remarqué que de mémoire, c'était 50 milliards d'euros que la collectivité gagnait simplement en mettant en place ce genre d'approche, juste sur les activités physiques adaptées. Donc c'est aussi des logiques économiques. Et Jean-Manuel, c'est là-dessus que je voudrais qu'on fasse le lien, c'est que cette question du remboursement, c'est aussi que dans certains cas, est-ce que ce n'est pas tout simplement bien plus rentable, y compris pour les mutuelles et les structures de ce type ? Alors, moi, trois points pour répondre. Je dirais il y a un gros sujet en France. Un gros sujet en France qui ne marche pas, c'est la prévention. Vous savez, dans tous les débats, dans toutes les lois, l'article 1 ou l'article 2, on dit on va faire de la prévention. Et puis en réalité, on l'écrit, on ne sait pas combien ça coûte la prévention. Et derrière le mot prévention, vous avez en général le mot accolé santé, prévention santé.
Mais il n'y a pas que la prévention santé qui existe en France, il y a d'autres types de prévention. Alors ça, c'est déjà un préliminaire. Pourquoi la santé aujourd'hui, c'est un domaine économique? Parce qu'on est dans une banalisation de la santé. Vous changez de mutuelle comme vous voulez. Alors on devrait dire de complémentaire santé, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que le législateur l'a voulu en disant il faut que tout le monde soit complètement remboursé. Et d'ailleurs en 2020, vous pouvez y aller pour les dents, les lunettes et l'audioprothésiste, c'est remboursé à 100%, c'est ça, il n'y a plus de risque, il n'y a pas de risque à charge pour le patient final. Donc qui va payer? Les mutuelles, mutuelles complémentaires santé. Donc on a un problème de fond aujourd'hui, c'est comment, dans une cotisation qui existe, comment je fais pour tout rembourser? Eh ben, je ne veux pas tout rembourser, sauf augmenter les cotisations. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce sujet-là, c'est un sujet majeur. Ça fait depuis 2013 et le fait de le mettre en place obligatoirement en 2016 que ça s'est fait. Et aujourd'hui, on est dans une logique plutôt individuelle que collective. Alors, ça, c'est un point important. Il faut savoir qu'en France, vous avez en gros 300 conventions collectives. En réalité, vous en avez 600, mais on est en train progressivement de les simplifier, en tout cas de les fusionner. Sur ces 300 conventions collectives, hier soir, j'ai regardé un document qui faisait 1000 pages en me disant, mais dans ces conventions collectives, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des recommandations, c'est-à-dire qu'on va voir plusieurs assureurs en santé et en prévoyance en disant, eh bien, on va rembourser des choses. Qu'est-ce qu'on rembourse? Alors, il y a le panier de soins, il est par rapport à la base de remboursement de la sécurité sociale. On fait 100, 200, 300% de ce que fait la Sécu. Donc, vous voyez bien qu'on a un lien dépendant excessivement solide avec la sécurité sociale. Et le reste? Ben, le reste, il n'y a pas forcément grand-chose. Alors, j'ai regardé sur... alors là, c'était une centaine de conventions collectives qui étaient un peu dynamiques, vous voyez, parce qu'elles ne sont pas toutes dynamiques sur la protection sociale. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient dans les médecines alternatives et complémentaires. J'en ai trouvé 2. Donc ça fait 2 sur 77, ça fait moins de 3%. Alors, vous avez la boucherie artisanale. Voilà, la boucherie artisanale rembourse 4 actes de médecine par an qui sont médecine complémentaires. Et vous avez le commerce de détail des fruits, légumes et des produits laitiers qui font la même chose. Vous avez 2 conventions collectives en France aujourd'hui qui ont dit « je rembourse au titre de 2%. » Alors, le fameux 2%, c'est... eh bien, on va donner 2% du montant des cotisations sans cotisation complémentaire en faveur des salariés et des bénéficiaires. Voilà comment aujourd'hui la médecine alternative peut se voir à travers des conventions collectives et des conventions, c'est-à-dire de groupes. C'est-à-dire que je vais avoir un groupe qui peut faire 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Vous voyez, par exemple, le Syntec, c'est 1 million de salariés. Hôtel, café, restaurant, c'est 800 000 salariés. Et donc, ces conventions collectives, si elles avaient, et les partenaires sociaux, parce qu'au-dessus, qui c'est qui va décider? C'est les employeurs et les salariés qui vont décider. Ben, peut-être qu'il faudrait, sur les médecines alternatives et complémentaires, faire quelque chose. Aujourd'hui, ce sujet-là, on en est tout au début. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance de ces sujets. Et comme le dit Mme Picard, eh bien, quand on voit ça, on n'a plus envie de rembourser. Ouais, on se dit, si on rembourse des charlatans, c'est pas vraiment... Et nous, quand on rembourse la complémentaire, elle rembourse sans véritablement savoir-faire sur le sujet-là. Donc il faudrait qu'on ait un savoir-faire. Ce qui veut dire que dans toute logique, ce qu'il faudrait dire, c'est réunir autour de la table eh bien, des sachants qui soient aussi bien des assureurs, que ce soit le corps médical, et que on puisse dire bien financièrement comment on peut rembourser ça. Tant que ça ne se fera pas, eh bien, il y aura des grands fossés les uns entre les autres sur ce sujet-là. Voilà donc ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces complémentaires. C'est vraiment l'épaisseur du trait, c'est-à-dire quasiment rien aujourd'hui en termes de remboursement. Je rappelle le chiffre, 1,7 milliard en 2017 sur les MAC au titre des complémentaires santé. Voilà. Merci beaucoup Jean-Manuel. Je trouve que ça résume bien tout de même les choses et les difficultés. On voit bien aussi, on l'a dit, la première table ronde est autour de la société. On a bien vu les problématiques de société. On a vu aussi que c'est aussi une question à la fois d'information, vous êtes tous énormément incités sur cette question-là, qu'on sache qui forme, comment, la qualité de ces formations, d'éviter tout ce qui est charlatanisme. Et puis de l'autre côté, on a des preuves ou des manières de voir les choses, la façon dont elles améliorent les situations. Et puis au final,
2 conventions collectives sur 600. Donc c'est aussi comment, et ce livre, ces premières rencontres, tout ce qui est fait par d'autres autour de ces sujets-là, c'est aussi simplement comment la société se prend en main et va influer d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, la démocratie, c'est l'organisation du dissensus et c'est aussi l'organisation de comment le haut finit par écouter le bas. Et ce qu'on a fait sur cette première table ronde, c'est exactement ça. Et la conclusion avec Jean-Manuel, je trouve, le prouve parce que les complémentaires censés, c'est la société. Ce sont les syndicats professionnels, ce sont les syndicats patronaux, ouvriers, et ainsi de suite, qui discutent ensemble. C'est la société civile qui se bouge. Et donc, on voit bien aussi la nécessité de sensibiliser. Et c'était aussi le cadre de cette première matinée, de cette première rencontre. On va s'arrêter là pour ces premières rencontres. On va passer tout de suite à la deuxième rencontre. Je vais demander, donc merci, on peut les applaudir. On pourra continuer à discuter